vais vous présenter. On va commencer honneur aux dames. Karine, alors vous êtes sportive de haut niveau. Votre sport de prédilection, c'est le raid aventure. Une discipline qui vous a poussé à parcourir tous les continents et des zones plus ou moins accessibles. Vous avez remporté le raid gauloise, c'est un peu le Graal de cette discipline. Et puis vous êtes devenue vice-championne du monde de raid, c'est bien ça ? Alors aujourd'hui, toute cette énergie, on imagine que vous en avez pas mal pour faire ça, c'est assez impressionnant. Eh bien, vous la mettez au service de l'entreprise pour montrer notamment à quel point le management d'une équipe et la manière de l'animer engendre le succès. Et vous partagerez d'ailleurs quelques outils avec nous. Voilà. Oui. Bonjour à tous. Voilà. À côté de vous, on a Jean-Charles Troisballes, athlète de haut niveau bien connu, plusieurs fois titré en individuel et avec l'équipe de France au niveau international, recordman du monde du relais 4x100 mètres à Split en 1990. Alors l'histoire, c'est qu'aux côtés de Max Morinière, Daniel Sangouma et Bruno Marie-Rose, vous avez établi un nouveau record du monde de la discipline en 37 secondes 79. Record détenu jusque-là par les Américains. Bravo. Ah, pardon, pour les Américains qui sont dans la salle. Oups, mon chauvinisme m'a emporté là. Non mais justement, c'est pas souvent qu'on pique des records aux Américains, donc voilà. C'était plutôt pour leur faire honneur. Alors aujourd'hui, vous êtes conférencier, vous aussi. Votre thème de prédilection, les facteurs déterminants qui permettent à un groupe ou un individu d'atteindre son plus haut niveau de performance, avec des questions comme où chercher la victoire quand celle-ci est la propriété exclusive des concurrents. Donc voilà, on y revient. Comment l'équipe peut-elle vaincre quand les individus seuls échouent ? Comment libérer le potentiel individuel et collectif au service du projet d'entreprise ? Tout un programme. Izzy Béard, alors vous êtes le, j'ai envie de dire, c'est pas péjoratif, le DRH de service. Le DRH de service, il peut hésiter entre faire valoir s'il était sportif, ce qui n'est pas mon cas, ou témoin égaré, ce qui est plutôt mon cas. Non, vous n'êtes pas du tout témoin égaré, puisque justement, vous allez nous donner... On l'a vu ce matin aussi, que le DRH était une des cibles privilégiées de ces conférenciers. Donc là, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir nous donner votre feedback sur tout ce qui se passe. Alors vous, ce qui vous caractérise, comme vous me l'avez dit au dîner hier soir, c'est... Alors on était plusieurs, je précise. Oui, c'est pas la peine de raconter tout non plus. Parce qu'en fait, je vous ai dit, j'ai vu votre CV, il est impressionnant, mais qu'est-ce qui vous différencie des autres DRH finalement ? Et ben, vous m'avez dit, les autres DRH, leur CV, il tient sur 2 pages et demie, moi c'est 1 page. Et c'est 1 page parce qu'en gros, vous avez fait 4 entreprises, c'est ça, au cours de 35 ans de carrière 38 ans, pardon. 38 ans de carrière. Je suis beaucoup plus vieux que vous ne le pensez. Ah ben, vous ne les faites pas du tout. Alors, vous êtes né à Istanbul, vous avez quitté la Turquie à l'âge de 6 ans, vous êtes arrivé en France, et donc, au cours de cette carrière, vous avez effectué des passages, des conduites du changement extrêmement délicates, et votre dernier poste était au sein de Telsat, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, vous avez conduit de nombreux chantiers de ressources humaines, ce qui fait de vous, évidemment, un témoin privilégié sur le plan des ressources humaines. Alors... petite confidence également, hier soir, je vous ai dit, mais est-ce que vous, Izzy, vous avez déjà fait appel à des sportifs ? Non, mais on va aller tout de suite avec les questions qui fâchent. Je vous ai demandé, est-ce que vous avez déjà fait appel à des conférenciers sportifs ou anciens sportifs de haut niveau ? Qu'est-ce que vous m'avez répondu et pour quelles raisons ? Bien qu'étant ici sur la scène et que je ne puisse pas partir par là, j'ai répondu non. Et alors pourquoi ? J'ai répondu non parce que effectivement il y avait une offre assez pléthorique, mais j'ai toujours eu, d'ailleurs je l'ai dit aussi en aparté tout à l'heure, il y a dans le monde de l'entreprise, dans la manière que moi j'ai eu de voir l'entreprise et des conduites de changement que nous avons effectuées, il y a une approche très collective. Volontairement collective, c'est-à-dire que la réussite de l'entreprise, elle est le propre de quelques hommes au milieu des équipes, mais c'est surtout des équipes. Et dans l'approche sportive, même si on peut discuter bien sûr, je ne veux pas avoir un jugement radical, il y a plutôt des performances individuelles. Certes, avec un travail d'équipe autour, il y a toujours des équipes, mais il y a une dimension plutôt... C'est ce que je vois moi, c'est ce que je pense moi. Je pense que les 2 personnes à côté de vous vont vous contredire, puisque justement, elles sont le produit d'aventures collectives.
Et ce que je ne voulais pas, c'est qu'il y ait une identification seulement des quelques-uns de l'entreprise, parce qu'il y en a aussi qui peuvent être des performeurs, alors que ce qu'il faut privilégier dans l'entreprise, c'est la dimension collective. Le collectif. Alors, Karine. Pour répondre à ça, moi j'ai fait un sport où on est ensemble du début à la fin. Donc le raid, c'est faire un raid gaulois, c'est faire 1000 km à pied, en vélo, en kayak, en 5-6 jours. Et on fonctionne toujours 3 hommes, 1 femme. C'est la règle du jeu. On part ensemble, on finit ensemble. Donc on est vraiment sur quelque chose de très collectif, avec des coups de moins bien, parce qu'il n'y a pas forcément de sommeil imposé. En tout cas, le raid gauloise à l'époque, il n'y avait pas de sommeil imposé. Donc on était vraiment 6 jours, 5-6 jours ensemble, à faire ces distances, à pallier à toutes les difficultés. Bon, le raid, en fait, on a toujours une carte, on avance sur le terrain et on enchaîne les kilomètres, tantôt à pied, tantôt en vélo, en kayak. S'il y a une montagne, on la grimpe. S'il y a un lac à traverser en nageant, on nage. Et on est ensemble. Le but, c'est de gagner la course, mais ensemble et dans le meilleur état d'esprit possible, en prenant un maximum de plaisir, même si la difficulté et l'engagement physique est important. Je crois qu'on n'a pas la même notion du plaisir. Moi, c'est plutôt le Club Med. Mais plus sérieusement, en fait, vos coéquipiers, comment ça se passe? C'est peut-être une question complètement idiote, mais vous les connaissez bien avant? Vous êtes entraînés? Oui. Faire partie d'une équipe, c'est vraiment travailler à un projet collectif. Quand on a remporté en 2002 le Raid Gauloise, ça faisait 3 ans qu'on se connaissait. Oui. Donc on faisait des courses qui nous permettaient justement d'apprendre à nous connaître. Bon, moi, mes équipiers je suis du Touquet. Mes équipiers sont de la France. Hein. J'ai un équipier qui est à Grenoble, à Marseille, et puis à Nice. On avait notre entraînement individuel chacun. On avait des week-ends d'entraînement où on se voyait. On avait des courses qui me permettaient aussi de caler beaucoup de choses. Et puis notre objectif principal serait Raid Gauloise. Ce que je voudrais dire par rapport au sport, mais on aura le temps d'en parler après, c'est que au-delà de notre expérience à nous, en tant que sportif, ce qu'on partage aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu ensemble, ce qu'on a appris de ce sport qui nous a permis justement d'aller finir à 1000 km et de gagner. Mais c'est un petit peu la mécanique qu'on a mis en place, et je pense que la mécanique humaine, elle est valable partout. D'accord. Alors évidemment, on a beau être sportif de haut niveau ou vedette, enfin on en parlera d'ailleurs un peu, parce qu'il y a vedette et puis il y a aussi se former après à transmettre ce qu'on a appris, comme vous le dites Karine. Alors Jean-Charles, comment vous vous êtes formé à partir de cet exploit collectif? Pour le coup, là on était vraiment dans le collectif. Comment vous vous êtes orienté sur la conférence et comment vous avez transposé ça au monde de l'entreprise? Alors, tout d'abord, ce que je voudrais dire, moi, c'est que moi j'ai eu trois métiers, on va dire, différents dans le sport. J'ai été sportif sprinter individuel sur 100 mètres et sur 200 mètres. Et ce que j'ai découvert, c'est que c'est un peu paradoxal, mais dans un sport qu'on pense très individuel, comme peut l'être le 100 mètres et le 200 mètres, un des facteurs de réussite, c'est justement la cohésion de l'équipe. Et je me suis entraîné dans une équipe qui était très soudée. Et c'est parce qu'on était bien dans cette équipe, parce que d'abord on avait une vraie équipe, que ce soit avec les autres athlètes autour, avec les médecins, avec les kinés, avec tous les gens qui nous accompagnaient autour, qui constituent vraiment une équipe. C'est parce qu'on est bien qu'on arrive à gagner. Et on gagne. Voilà, c'est pas parce qu'on gagne qu'on est bien. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, j'ai eu une expérience, évidemment, ma deuxième expérience, entre guillemets, d'athlète, c'est avec le relais. Et là, le parallèle est plus évident, parce que le relais, effectivement, on se dit que si jamais il y en a un qui court dans l'autre sens pendant que les trois vont dans le même sens, eh ben forcément, on n'arrive pas au bout. Donc là, dans le relais, on est obligé de prendre conscience qu'il faut que tout le monde court dans le même sens pour pouvoir réussir ensemble. Donc ça, c'est le deuxième point. Mais dans le même sens, ça vaut mieux. Parce que oui, c'est mieux, parce que si jamais il y en a un qui va dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Et puis, ma troisième expérience, elle a été dans le football professionnel, comme préparateur physique. Et là, paradoxalement, j'ai découvert ce qu'on peut retrouver un petit peu dans le milieu de l'entreprise aussi souvent. J'ai découvert un sport collectif qui se pratiquait individuellement. Parce que pour le coup, quand il n'y a pas quand chacun individuellement ne pense qu'à sa propre carrière, et ben là forcément ça crée des tensions dans l'équipe et on n'arrive pas à optimiser tout le potentiel de l'équipe. Et je pense que les grosses équipes, moi j'ai eu une expérience à Istanbul justement d'ailleurs, où un club où il y avait beaucoup de mal finalement à créer une équipe parce que chacun des joueurs individuellement ne pensait qu'à sa propre réussite. Et donc il faut arriver à faire prendre conscience à ce moment-là à chacun des joueurs qu'il n'aura de la reconnaissance individuelle que si collectivement il fait les efforts pour que la réussite devienne collective à ce moment-là. Et donc il faut vraiment rentrer dans cette interaction entre ce que l'individu va pouvoir apporter
à la réussite collective, mais qu'est-ce que collectivement l'équipe va mettre aussi à disposition de l'individu pour lui permettre d'exprimer tout son potentiel au service de l'équipe. Izzy, est-ce que ça bat en brèche certaines de vos idées reçues, ce que vous entendez ? Est-ce qu'il faut que je tienne le rôle du contradicteur absolument jusqu'à la fin, tout à fait. ou est-ce que... Mais non, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Non, bien sûr, je suis assez d'accord avec ça. Sauf que, malgré tout, dans le monde de l'entreprise, il y a aussi un tas de codes, un tas de contraintes intérieures, exogènes, l'environnement, beaucoup de choses qui font qu'il faut de l'adaptation en permanence. Et même si c'est vrai, et bien sûr, je ne dirais pas le contraire, que le travail d'équipe, c'est celui qui va faire réussir l'entreprise, on doit avoir aussi des individualités à l'intérieur des équipes qui sortent un peu du lot, parce que la vie de l'entreprise, je vais faire ce geste-là, elle est un peu pyramidale. Évidemment, tout le monde, quand il rentre dans une entreprise, espère avoir de la promotion. La promotion, c'est plutôt vers le haut. Vers le haut, il y aura moins de monde que ce qu'il y a en bas. Donc forcément, il y aura de la sélection aussi. Ça existe dans le sport, sûrement. On n'arrive pas au sommet sans être passé par différents stades. Tout ça, ça fait aussi dans l'entreprise ce mélange de performance individuelle et de performance collective. Donc on n'est pas très loin de ça. Sauf que dans l'entreprise, il y a aussi tout le reste des autres services. Il y a tout un monde. Et ce n'est pas une équipe en tant que telle, où dans le sport, on peut imaginer que dans l'athlétisme, il y ait une équipe qui est focalisé sur un record et que vous ayez comme objectif de travailler tous ensemble pour abattre ce record. Dans l'entreprise, il faut tenir compte de plein d'autres choses qui sont des facteurs qui peuvent ne pas beaucoup intervenir, mais qui interviennent quand même d'une certaine manière. Donc ce corps constitué dans lequel il y a en plus des hostilités, il y a des rivalités, il y a les discussions et les négociations syndicales, il y a un tas de choses qui interviennent et qui font que la vie de l'entreprise, elle se complique aussi par ça. Karine et Jean-Charles, je vous vois réagir. Oui, je pense que tu as parlé tout à l'heure d'adaptation. Je pense qu'on retrouve ce processus d'adaptation évidemment dans le monde sportif. C'est le mot-clé probablement, c'est ce qui va faire l'intelligence finalement, l'intelligence, l'agilité de l'entreprise ou de l'organisation ou de l'équipe sportive. Pour moi, c'est vraiment cette capacité d'adaptation. C'est-à-dire que dans le sport, on va s'entraîner, on va répéter un certain nombre de choses, de la même manière que dans l'entreprise, on peut avoir des process qu'on va mettre en place. Et puis, ce qui va faire la différence, c'est la capacité à s'adapter à un moment donné, dans l'instant, parce que la réalité, elle sera différente de celle qu'on a préparée avant. Et dans le sport, on retrouve ça en permanence, mais dans l'entreprise, c'est exactement les mêmes enjeux, je crois. C'est-à-dire qu'on a des process qu'on essaie d'appliquer, on s'entraîne pour appliquer, enfin, on s'entraîne, oui, on essaie de roder les process, de faire en sorte de perdre le moins d'énergie possible, mais en même temps, ce qui va toujours faire la différence, c'est le facteur humain et la capacité qu'a l'homme à s'adapter à la réalité de la situation. Et pour ça, il va falloir développer un état d'esprit particulier, c'est-à-dire être capable de s'ouvrir sur tout ce qui se passe autour de nous, d'avoir son regard qui s'ouvre, comme le champ de conscience qui s'ouvre comme ça, et qui va nous permettre d'être plus attentifs et de mieux repérer dans l'environnement les signaux les plus pertinents pour pouvoir agir. Et finalement, c'est la même chose qu'en entreprise et la même complexité, parce qu'il y a aussi une complexité très grande dans le monde du sport, et quelle que soit l'activité qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a des interactions entre les membres de l'équipe, bien sûr, il y a des gens qui ont des ambitions plus personnelles, il y a des gens qui veulent réussir pour eux, il y a des gens qui sont prêts à se mettre au service de l'équipe, mais ils en attendent aussi quelque chose en retour. Il y a des interactions, il y a une pression très forte, alors qui n'est pas forcément exactement la même, quoique du monde de l'entreprise, mais il y a des attentes très fortes qu'on peut se mettre soi, mais il y a aussi le regard médiatique qui peut être aussi quelque chose d'important. Les interactions sont aussi très complexes et très fortes, je pense, dans le monde du sport. Après, c'est vraiment la capacité, effectivement, à créer ce lien à l'intérieur de l'équipe, qui va faire que l'équipe dans son ensemble va pouvoir s'adapter et répondre aux objectifs de performance. Alors, une question que je me pose et que se posent certainement certains d'entre nous, c'est comment on passe de sportif de haut niveau à conférencier en entreprise ? Comment vous êtes formé ? Comment vous avez appris justement ce monde de l'entreprise qui, quand on n'est pas dedans, est quand même assez fermé, quoi. Moi, j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai fait d'athlétisme aussi, comme Jean-Charles, et puis j'ai découvert le raid à l'âge de 16-17 ans. Mon premier travail, c'était d'être professeur de fitness. Donc, j'entraînais aussi en préparation physique des gens dans les salles. Et puis, tout en étant sportif de haut niveau, puisque le raid, j'ai commencé à 17 ans et j'ai fini l'an dernier avec le marathon des sables.
Et puis le fitness a fait qu'un jour, quelqu'un m'a dit, tiens, pourquoi tu reprends pas tes études? La fac de Boulogne s'est ouverte et je suis devenue professeure d'éducation physique. Donc j'ai donné des cours aux enfants pour qu'ils puissent justement progresser au niveau de leur corps et apprendre à gérer leur corps. Et puis tous ces raids, c'est vrai que c'est moins connu que l'athlétisme, mais tous ces raids ont fait qu'on a commencé à me demander des témoignages sur, tiens, tu viens d'Arrêt de Gauloise au Vietnam, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience? Il y a quand même des belles images qui sont autour de ça, et il y a un bel exploit collectif donc à raconter. Et donc les premières conférences que j'ai faites, ça a été du partage, du témoignage. Et puis au fur et à mesure, les demandes se sont accélérées. Et puis en parallèle, moi, étant passionnée de raid et ayant voyagé partout, je me suis dit au Touquet, on a de quoi faire un beau raid. Donc j'ai commencé à organiser un raid au Touquet qui existe depuis 13 ans et on va faire la 13e édition, donc ce week-end où on a plus de 1000 raiders. Donc, en parallèle de mon travail de prof d'éducation physique, j'ai commencé à travailler dans les entreprises et à organiser. Organiser, ça veut dire aussi gérer une équipe. Là, ce week-end, j'ai une centaine de personnes avec moi. J'ai un service sécurité, un service parcours, un service logistique, de la com. Enfin, j'ai vraiment une équipe autour de moi. Donc, ce que j'ai pu apprendre en tant que sportive, ce que j'ai pu mettre en place en étant organisatrice, et depuis 2008, j'ai quitté l'Éducation nationale, j'ai monté ma société. Donc, j'ai aussi des collaborateurs que je manage au quotidien. Donc, ce parcours a fait que, en 2008, j'ai décidé de me mettre complètement dans les conférences, le coaching, et puis en parallèle, l'organisation et la gestion au quotidien d'une équipe. Comment vous avez fait concrètement? C'est peut-être une question idiote, mais vous avez démarché, ou alors est-ce que vous avez été sollicité? Comment ça s'est passé? Moi, c'est vrai que je vous le disais, je viens pas d'un sport qui est hyper médiatique. Je pense que ce que j'ai pu amener dans les conférences, moi, ce que j'explique dans les conférences, en général, mon parcours, ça dure 10 minutes. C'est pas l'essentiel. Ce que j'explique, c'est vraiment comment est fait un individu, qu'est-ce que c'est la performance, qu'est-ce que c'est le potentiel humain. Et je parle souvent d'athlète d'entreprise parce que un sportif, pour qu'il soit performant, déjà son potentiel, on le regarde vers le futur, pas vers le passé. Donc je dis souvent, si vous m'embauchez aujourd'hui pour aller gagner un raid gauloise, je serai certainement pas la bonne équipière. Donc le potentiel toujours vers le futur. Ce qui est important, c'est qu'on ait une tête, donc des compétences, savoir rouler, courir, pédaler. Qu'on ait un physique fort. Nous, dans notre sport, on doit durer 1000 km, mais qu'on ait aussi l'émotionnel et le relationnel qui va faire que déjà, on va pouvoir gérer ses émotions, gérer la connexion avec l'autre, gérer la connexion avec une équipe et travailler ensemble. Ce petit partage-là, c'est vrai que je l'utilise souvent en entreprise en disant aujourd'hui, c'est pas la peine d'avoir que des gens hyper compétents dans un domaine si physiquement en essayant de gérer la pression, etc., il y a des arrêts maladie, il y a de la fatigue, on a moins d'énergie. Et si on est seul dans son bureau et qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Donc ce petit exemple-là, c'est vraiment une analogie entre un sportif, il a besoin de ces 3 batteries-là et quelqu'un en entreprise a besoin de ça aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avant, on s'intéressait beaucoup au QI. Et je pense que de plus en plus, on prend conscience que la partie physique, elle est quand même importante. Le bien-être et être bien, ça nous permet d'avoir des journées de 10 jours de travail et que ça dure 40 ans, parce que c'est quand même ça dans l'entreprise. Et puis le travail ensemble va nous permettre effectivement d'aller chercher la performance et les projets.